Le docteur Saoudi est donc psychiatre spécialisé dans le soin des personnes souffrant des troubles des conduites alimentaires à la Fondation Santé des étudiants de France. Et c'est une semaine, hein, ça dure de 30 mai au... Tout à fait, du 27 mai au 2 juin. 27 mai au 2 juin. Bon, troubles alimentaires, anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique. C'est quoi hyperphagie ? La différence entre la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique, c'est que dans la boulimie, on va avoir des personnes qui vont avoir des accès de frénésie alimentaire et qui vont compenser ces accès de frénésie alimentaire avec une répétition fréquente de ces accès-là. Dans l'hyperphagie boulimique, on a ces mêmes accès de frénésie alimentaire sans la compensation derrière. Troubles des conduites alimentaires non spécifiées et alors le méricisme, M-E, accent aigu, R-Y, C-I-S-M-E, le méricisme, c'est quoi ? Le méricisme, c'est le fait d'avoir le bol alimentaire qui remonte, qu'on remâche et qu'on ravale. Et sans qu'il y ait de possibilité de contrôler ces difficultés-là. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ces cas-là, il faut évidemment identifier la cause, puisque le trouble, j'imagine, n'est que la conséquence. Mais est-ce qu'on arrive à identifier un trouble tout le jour et tout le temps ? C'est un peu plus compliqué que ça, puisque en réalité, c'est des maladies qui sont multifactorielles. Il n'y a pas un facteur causal qui va entraîner le trouble des conduites alimentaires. C'est des maladies qui arrivent sur un terreau particulier, où on va avoir des facteurs de vulnérabilité, des difficultés d'estime de soi, des difficultés pour certaines personnes, des gens qui ont vécu des agressions sexuelles, des gens qui ont vécu du harcèlement corporel, des idées particulières vis-à-vis de l'alimentation qui sont implémentées par l'entourage, par la famille, l'internalisation de l'idéal de minceur. Et sur ce terreau plus ou moins fertile va arriver un facteur déclenchant. L'exemple le plus prégnant ces dernières années, ça a été le confinement. Le confinement a été un facteur déclenchant majeur de troubles des conduites alimentaires. Et après ce facteur déclenchant va apparaître la maladie qui va, elle, pour le coup, avoir des facteurs d'entretien. Et donc, on ne va pas forcément chercher une cause, puisqu'il y a tout ce terreau qui est en fait important à prendre en considération, à traiter. Et ce terreau, il est individuel en fonction des personnes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr, il faut identifier ce qui se passe, identifier la présence de la maladie, amener les personnes qui sont malades aux soins, et ces personnes qui sont malades, il y en a énormément, beaucoup plus que ce qu'on croit, et beaucoup plus que la place que ça prend dans le débat public aujourd'hui. Des jeunes, des vieux, inégalement répartis, des hommes, des femmes ? Alors, c'est effectivement relativement inégalement réparti, mais ça touche à peu près tout le monde, toute catégorie socio-professionnelle, tout type d'âge. Hommes, femmes ? Les hommes comme les femmes, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des troubles des conduites alimentaires à proprement parler, tels qu'on les connaît le mieux, l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimique, ça touche environ 1 million de personnes en France. Parmi ce million de personnes, il va y avoir beaucoup de jeunes, puisque c'est des maladies qui se déclenchent en général assez jeunes, mais beaucoup ne vont pas être pris en charge, parce que pas d'accès aux soins, parce que l'offre de soins sur le territoire national est très inégalement répartie. Et du coup, on va avoir des gens qui vont continuer à être malades pendant longtemps. Et donc, potentiellement, qui vont déclencher ensuite, dans les suites d'une anorexie ou dans les suites d'une boulimie, d'autres types de troubles, les mêmes, hein, mais d'autres types de troubles. Et du coup, on va avoir des personnes qui vont éventuellement grandir, vieillir, se maturer avec ce trouble, et donc avoir aussi des troubles qui sont présents à l'âge adulte. Est-ce qu'on peut guérir toute anorexie, oui, toute boulimie, est-ce que tout cas est possible ? Parce qu'on a le sentiment parfois que des gens traînent ça pendant des années. Alors soit ils rencontrent un mauvais praticien, soit eux-mêmes n'y arrivent pas, que sais-je. Soit ils n'ont effectivement pas d'accès aux soins, parce que c'est vrai qu'il y a environ une personne sur deux qui est malade et qui ne va pas avoir accès à des soins qui sont spécialisés, qui sont adaptés. Tout peut se guérir. Ça se guérit de quelle manière ? Par la pensée, si j'ose dire, ou par le médicament ? Ça se guérit. Alors, il n'y a pas de médicaments qui traitent les troubles des conduites alimentaires à proprement parler. En revanche, on va avoir des prises en charge qui sont pluridisciplinaires au travers de la nutrition, au travers de l'abord nutritionnel, au travers de l'abord autour des croyances, que ce soit sur le plan nutritionnel, sur le plan du corps et du rapport à son corps. On va avoir des prises en charge qui passent par le corps, des prises en charge en psychomotricité par exemple. Et l'important, c'est d'avoir des prises en charge qui sont pluridisciplinaires, coordonnées, et que chaque personne chaque professionnel puisse discuter entre eux pour avoir le meilleur. On voulait en tout cas avoir, même si c'est toujours trop rapide, avoir un éclairage ce matin sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez une question à poser les uns les autres. Est-ce que les troubles dont vous parlez peuvent être des facteurs générateurs de ce qu'on appelle les MICI, les maladies de l'inflammation de l'intestin ? Pas en soi, non. Chronique. En soi, non. Par contre, c'est vrai que ça peut parfois être difficile de faire la distinction entre une maladie de l'intestin et un trouble des conduites alimentaires initialement, parce qu'il va y avoir éventuellement une perte de poids, par exemple, en lien avec des difficultés d'absorption dans les MICI, qui peuvent mimer
un trouble des conduites alimentaires qui débute, et c'est important en fait de faire le diagnostic différentiel initialement. Mais c'est pas inducteur l'un de l'autre. Bon, écoutez, merci. Je sais que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens en France, qui touche évidemment des individus, mais qui touche aussi l'entourage. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand dans votre famille, vous avez un père, une mère, une sœur, une frère, etc., forcément, ça inquiète et ça percute la vie familiale. Ça inquiète, ça percute la vie familiale, ça perturbe le fonctionnement de la famille, et tout le monde en fait est touché par ces maladies.